Il est 19 heures à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal sur Mondico Télévision. À la une de l'actualité, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé hier dimanche 26 janvier, tard dans la nuit, une réunion de crise sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu. Selon le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, il était question autour de cette réunion de suivre de près la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, notamment l'intensification de combats à Goma. Suivez. Il est à 23h40 et je crois que le président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, est encore en ce moment précis en train de travailler. Cette réunion, c'était pratiquement la dernière d'une très longue journée parce qu'il y avait à la fois le besoin de suivre de près la situation sécuritaire à Goma. Vous savez que ce matin, des camps des déplacés ont notamment été touchés par des bombes. Il était question d'étudier tous les mécanismes, notamment avec les responsables tant au niveau du gouvernement qu'au niveau de l'armée, pour voir comment on assure la protection et la sécurité des populations. Parallèlement à cela, vous avez suivi qu'il y avait aujourd'hui la demande de la République démocratique du Congo, une réunion publique du Conseil de sécurité qui s'est tenue spécialement ce dimanche, où la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a eu l'occasion de présenter la situation globale et c'est que la République démocratique du Congo souhaite. Et dans ces mêmes esprits, le président de la République a eu plusieurs contacts avec un contact diplomatique pour évidemment étudier tous les tours de la question. Et donc à ces propos, le président de la République a tenu d'abord à exprimer toute la solidarité du gouvernement et de lui-même envers nos populations qui sont affectées et qu'à ce niveau, toutes les dispositions sont prises pour nous garantir la sécurité et la protection des compatriotes, parce que nous savons qu'il y avait justement, par exemple, ces bombes qui sont tombées sur des camps des déplacés. Il faut s'assurer que les vies humaines sont préservées. Voilà, en synthèse, les tours des questions qui ont été abordées ce soir autour du président de la République. Nous sommes dans une situation de guerre où l'actualité évoluée, elle peut évoluer à tout moment. L'idée ici, c'était de regarder qu'est-ce que nous devons faire pour assurer que nous avons protégé nos populations. On ne va pas aller dans un débat spéculatif parce que nous sommes le gouvernement autour du président de la République et comme nous le faisons habituellement, nous aurons l'occasion de revenir au regard de l'évolution de la situation pour vous faire le point. Mais pour ce soir, la priorité était de regarder, notamment avec les responsables militaires, comment on préserve les vies humaines. Vous savez qu'il y avait la détermination des autres. Vous savez aussi que nos forces sont très déterminées et donc au milieu de cela, il y a une population. Je pense que cette population, le devoir du président de la République et du gouvernement, c'est de s'assurer de leur protection. Et c'est cela qui a fait l'objet aussi des contacts diplomatiques du président pour lequel nous aurons l'occasion de revenir en détail dès qu'il y aura des éléments à partager. Merci. Et alors que les combats font rage dans l'est de la République démocratique du Congo, une rencontre d'une importance cruciale est annoncée entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame dans les 48 heures. Ce sommet extraordinaire des chefs d'État membres de l'EAC vise à examiner les mesures à adopter pour contenir la crise et encourager le dialogue entre les parties en conflit. Suivez. La nouvelle est livrée par William Ruto, président kényan et président en exercice de l'EAC. Celui-ci dénonce également les conséquences dévastatrices de la crise sur les populations civiles, notamment la fermeture de l'espace aérien de Goma qui complique l'acheminement de l'aide humanitaire. L'escalade de la détérioration de la paix et de la sécurité en RDC est très préoccupante. La crise humanitaire est exacerbée par les actions militaires en cours, notamment la fermeture de l'espace aérien à Goma, déclare-t-il sur son compte X, anciennement Twitter, c'est dimanche 26 janvier 2025. Le président de l'EAC exhorte toutes les parties impliquées dans le conflit à cesser immédiatement les hostilités en mettant en avant l'urgence de garantir un accès humanitaire sécurisé aux populations affectées. Il plaide pour que des moyens pacifiques soient privilégiés pour résoudre cette crise qui menace de déstabiliser davantage la région des Grands Lacs. Face à la gravité de la situation, William Ruto annonce la tenue imminente d'un sommet extraordinaire
extraordinaire des chefs d'État membres de l'EAC dans les 48 heures. Ces sommets visent à examiner les mesures à adopter pour contenir la crise et encourager le dialogue entre les parties en conflit. Le président kényan souligne la nécessité d'une coopération accrue avec d'autres organisations régionales et internationales, notamment l'Union africaine et la communauté de développement de l'Afrique australe. Il affirme son engagement à mobiliser la communauté internationale pour faire pression sur les parties en conflit et encourager des négociations constructives. Dans ces cadres, William Ruto révèle avoir échangé avec le président Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda en les exhortant à répondre aux appels à la paix émis tant par les populations locales que par la communauté internationale. Et lors d'une session d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la à la crise en République démocratique du Congo, la ministre d'État et ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner, a exhorté la communauté internationale à agir rapidement face à ce qu'elle a décrit comme une agression systématique et coordonnée menée par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Regardez. Je remercie. À la demande de la République démocratique du Congo, une session d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies a été organisée dimanche dernier à New York, aux États-Unis. Prenant la parole devant les conseils, la ministre congolaise des Affaires étrangères a dénoncé la passivité de l'ONU face à la guerre d'agression que subit son pays de la part du Rwanda à travers les terroristes du M23. Thérèse Kayikwamba-Wagner a rappelé au Conseil de sécurité de l'ONU son devoir de protéger la sécurité et la paix internationale ainsi que la vie humaine sans distinction. Ces membres du gouvernement a également appelé le Conseil de sécurité des Nations Unies à agir de manière immédiate et décisive conformément aux preuves du soutien du Rwanda au M23 tel que contenu dans le dernier rapport du groupe d'experts onusiens. Malgré les alertes répétées du gouvernement congolais depuis 3 ans, ce conseil est resté passif. Il ne peut se contenter des déclarations de préoccupation ou de rester simplement saisi de la question. Son mandat, son devoir est de protéger la paix et la sécurité internationale et de défendre la vie humaine sans distinction d'origine, de race, de religion ou de genre. Ces conseils est les garants de l'espoir et de la foi en des jours de paix et de prospérité. C'est pourquoi nous l'appelons à agir de manière décisive et immédiate conformément aux preuves accablantes fournies par le dernier rapport du groupe d'experts, a-t-elle déclaré. Par ailleurs, Thérèse Kayikwamba a dévoilé les attentes de la RDC vis-à-vis du Conseil de sécurité de l'ONU. Il s'agit notamment d'ordonner la fin des hostilités par le Rwanda et le retrait de ses troupes du sol congolais, ainsi que d'imposer des sanctions ciblées aux responsables de cette agression. Entre-temps, des combats entre les forces armées de la RDC et les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda se poursuivent à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Des détonations d'armes lourdes et légères sont toujours entendues dans la ville volcanique depuis le matin de ce lundi 27 janvier. Sauver notre pays. Donc, l'ennemi n'est rien. Et de son côté, le représentant permanent du Burundi aux Nations Unies, Zéphirin Maningarata, a exprimé des préoccupations majeures lors de la session d'urgence du Conseil de sécurité concernant l'espace de la crise en RDC. Il a appelé à une action immédiate pour prévenir une catastrophe humanitaire dans une région déjà fragile, tout en critiquant le silence du Conseil face aux violences répétées des droits et de la souveraineté congolaise. Regardez. Lors de la session d'urgence du 26 janvier 2025, Zéphirin Maniratanga a souligné l'urgence de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Il a décrit Goma comme étant au bord du précipice, mettant en garde contre les conséquences dévastatrices d'une crise qui pourrait s'étendre au-delà des frontières congolaises. Les tensions croissantes entre les forces armées congolaises et les groupes rebelles M23 soutenus par le Rwanda exacerbent les souffrances de populations locales. Zéphirin Maniratanga a dénoncé l'inaction du Conseil de sécurité face aux violations flagrantes de la souveraineté de la RDC. Pas une seule résolution condamnant les auteurs des violations flagrantes des principes de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de la RDC. Ces principes doivent être fermement réaffirmés dans le cas de la RDC. L'intégrité de son territoire ne peut être compromise et les incursions armées ainsi que les violations répétées de ses frontières
doivent cesser immédiatement. Le représentant burundais a formulé plusieurs demandes précises au Conseil, notamment un cessez-le-feu immédiat dans l'est de l'Érythrée. Ensuite, le représentant burundais a formulé plusieurs demandes précises au Conseil. Le Burundi exhorte ce Conseil à appeler à une cessation immédiate des hostilités dans l'est de la RDC et garantir que ce territoire ne devienne pas un terrain de confrontation indirecte entre acteurs régionaux et internationaux. Deuxièmement, soutenir les efforts des processus de Luanda et de Nairobi en exigeant le respect des engagements pris par toutes les parties. Troisièmement, soutenir les autorités de la RDC à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire. Quatrièmement, exiger le retrait des forces d'agression contre la RDC et la cessation des hostilités et appuyer la relance du processus de Luanda et de Nairobi. Cinquièmement, intensifier ses appuis aux populations civiles et déplacées de guerre pour subvenir aux besoins de base avec une attention particulière aux femmes et aux enfants. En définitive, le Conseil de sécurité devrait être attentif aux revendications légitimes du peuple et du gouvernement congolais en agissant avec détermination pour garantir que la RDC puisse exercer pleinement sa souveraineté et retrouver la paix. La sécurité et la stabilité en Afrique centrale et au-delà en dépendent. En conclusion, le représentant du Burundi au Conseil de sécurité des Nations Unies a lancé un appel pressant au Conseil pour qu'il agisse rapidement afin d'éviter une tragédie humanitaire imminente. Et restons toujours dans le même chapitre. Goma, principale ville de l'Est de la RDC, est secouée par des combats qui opposent les forces armées congolaises et les rebelles du M23. Des tirs ont retenti dimanche 26 et lundi 27 janvier dans le centre de la ville. L'armée congolaise dit toujours contrôler des secteurs stratégiques. Et les habitants de Goma, quant à eux, témoignent de la situation. Suivez. Assis ici, j'entends le bruit des bombes, le crépitement des balles qui tombent. Nous avons décidé de rester chez nous parce que tant qu'il y aura des guerres, ceux qui fuient la guerre peuvent aussi mourir ou avoir une vie mauvaise. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il valait mieux rester à la maison que de mourir en fuyant la guerre. Si nous devons mourir, il vaut mieux mourir ici. Nous n'avons pas dormi depuis 3 jours. Nous ne sortons pas. Nous ne faisons rien. Nous entendons des bombes exploser jour et nuit. Nous voyons des gens qui essaient de fuir, mais nous ne voulons pas fuir parce que nous n'avons nulle part où aller. J'ai prié pour que Dieu nous aide à rétablir la paix à Goma et dans toute la République démocratique du Congo, afin qu'un jour nous puissions témoigner de la grandeur du Seigneur en apportant la paix dans notre pays. Et toujours en ce qui concerne la guerre dans la partie est de la RDC, jusqu'au milieu d'après-midi de ce lundi 27 janvier, la situation était toujours tendue dans la ville de Goma suite aux détonations d'armes lourdes et légères qui sèment la panique au sein de la population. Les habitants restent terrés à la maison alors que la rébellion du M23 a fait son entrée dans la ville grâce à l'appui de l'armée rwandaise, a confirmé le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya. Suivez. Les tirs des bombes ont touché la ville rwandaise de Gisenyi à l'est de Goma. Selon l'armée rwandaise citée par l'AFP, 5 personnes ont été tuées. 2 bombes ont frappé le quartier de Mbungangari à Rubavu, blessant également une dizaine de civils. Le ministre rwandais des Affaires étrangères a qualifié cet incident de menace sérieuse pour la sécurité et l'intégrité territoriale du pays, tout en affirmant la nécessité pour Kigali de maintenir une posture défensive. Patrick Mouyaya, ministre congolais de la communication et médias, a pris la parole pour rassurer la population de Goma et réitérer la détermination du gouvernement à défendre l'intégrité du territoire national. Il a déclaré, au regard de la situation sécuritaire dans la ville de Goma, marquée par la présence de l'armée rwandaise, nous tenons à rassurer la population que dans la suite des instructions du président de la République, le gouvernement continue de travailler pour éviter le carnage et les pertes en vies humaines au regard des intentions manifestes du Rwanda. Le ministre a également exhorté les habitants de Goma à rester chez eux
et à éviter tout acte de vandalisme ou de pillage, tout en dénonçant ce qu'il qualifie de propagande manipulatrice du Rwanda. Dans un appel à l'unité nationale, il a insisté aucun centimètre ne sera cédé. Sur le terrain, la situation reste confuse. Certains soldats congolais continuent d'être visibles dans la ville. Changeons de chapitre à présent et allons dans la province du Kasaï oriental où le gouverneur de la dite province, Jean-Paul Bouébois, a visité le week-end dernier les sites où sera érigée la centrale hydroélectrique de Tubi 2 à Kabeya, Kamwanga. L'objectif était d'évaluer personnellement le site où sera construite la nouvelle centrale qui représente une avancée significative pour la province du Kasaï oriental. Images et commentaires. Soucieux du développement de sa province, le gouverneur Jean-Paul Bouébois Capo a effectué une visite le 25 janvier dernier dans le territoire de Kabeya Kamwanga, plus précisément dans les secteurs de Mpemba, village de Chinchiakou. L'objectif principal de cette visite était d'évaluer personnellement le site où sera construite la centrale hydroélectrique de Tubi 2 sur la rive gauche de la rivière Lobi. Ce projet, porté par la Société nationale d'électricité, représente une avancée significative pour le Kasaï oriental avec une capacité estimée à environ 50 MW. Actuellement, l'heure est à la mobilisation de partenaires afin d'assurer la réalisation de cette infrastructure essentielle. Pour Crispin Mukendi, directeur provincial de la Société nationale de l'électricité, il était question de faire un état des lieux et d'avoir une vision claire du projet. Ça sera de nommer Tubi 2. Vous savez qu'il y a déjà Tubi 1 que Sassim exploite. Ça c'est Tubi 2. Ici, nous étions venus pour faire l'état des lieux. De manière à avoir une idée nette sur ce qui doit être fait et que les études de faisabilité doivent suivre pour donner des éléments plus concrets à l'autorité, de manière à ce que nous puissions savoir combien de temps que ça prendra pour construire cette centrale qui va aller en deux étapes. D'abord 20 MW et puis 20 MW pour la deuxième phase. Voilà pourquoi nous sommes déplacés avec l'autorité pour avoir une vision nette sur les rives en dehors de celle qui est exploitée par Sassim. Déterminé à concrétiser ce projet afin d'industrialiser la plus petite province de la RDC, le Kasaï oriental, et de la rendre plus attractive, Jean-Paul Bouébois Capo connaît l'importance de cette future centrale hydroélectrique. Il envisage d'utiliser son carnet d'adresses pour trouver de partenaires susceptibles d'aider à matérialiser ce projet dans les délais. Oui, j'ai toujours dit que nous ne pouvons pas développer à ce stade notre province sans énergie électrique. Le courant, c'est ce qui va booster le développement. C'est avec ce courant que nous allons devoir industrialiser notre province. Puisque quand nous aurons ce courant, il y a les industries qui vont s'implanter en ces lieux. C'est pourquoi je me suis déplacé, puisque dans mon programme, j'ai décidé de donner de l'énergie électrique stable à ma province pour que les industries tournent comme il faut. C'est bien. Nous avons le programme des champs, par exemple, mais nous pouvons cultiver, nous pouvons tout faire, mais à la fin, nous allons transformer. Pour transformer les produits champêtres, il faut toujours de l'énergie électrique. C'est un projet qui m'intéresse beaucoup, d'autant plus que nous avons des cours d'eau. C'est pourquoi, avec un programme comme celui-ci, c'est un projet que nous allons devoir implémenter en ces lieux pour que la province soit dotée de l'énergie électrique stable. Et dans les prochains jours, comme je suis venu me rendre compte moi-même de mes propres yeux de réalité, je réalise que c'est un projet très intéressant qui va nous aider à pouvoir installer des grandes entreprises dans notre province, puisque de 20 à 50 MW, c'est déjà quelque chose qui va vraiment booster le développement de la province. En outre, le gouverneur a profité de son passage pour visiter différents sites liés à la distribution électrique, notamment la sous-station située au niveau de PMCO en Bougimaï, celle de Boya à Miabi, ainsi que la salle des machines de la centrale hydroélectrique de Tubi 2 exploitée par la Sassim. Et un mot de santé dans ce journal. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo,
a accueilli à son tour le premier centre de référence pour la prise en charge du Mpox. Il a été inauguré le week-end dernier à la clinique quinoise dans la commune de La Gombe, au nord de la capitale. L'ouverture de ces centres marque une étape cruciale dans la lutte contre cette maladie, avec un focus sur les cas graves. La cérémonie d'inauguration officielle a été présidée par le ministre de la Santé, en présence des partenaires tels que l'OMS, le Centre africain pour le contrôle et la prévention de maladies Africa CDC, ainsi que de nombreuses personnalités. Suivez. Symbolique du ruban et visite guidée des locaux par différentes personnalités présentes à la cérémonie, le centre de référence Mpox de Kinshasa a ouvert ses portes les samedis. Il s'agit d'un pavillon de la clinique quinoise réhabilité et équipé grâce au soutien de l'Organisation mondiale de la santé OMS et au financement du Royaume-Uni. Doté d'une capacité de 42 lits, ce centre est une réponse concrète face à ces fléaux qui a frappé durement la RDC avec plus de 70 000 cas suspects dont environ 1390 décès ont été enregistrés. Dr Boureima Amasambo, représentant de l'OMS RDC, a souligné l'importance de la collaboration internationale dans cette lutte. Aujourd'hui, nous inaugurons ce centre de référence Mpox de Kinshasa. Ceci constitue une étape clé dans nos efforts de réduction de la morbidité et de la mortalité à la Mpox en République démocratique du Congo. En effet, ce centre de référence va permettre d'améliorer la prise en charge des cas de Mpox nécessitant des soins intensifs et spécialisés. Nous ambitionnons de faire de ce centre une structure pérenne de référence pour la prise en charge des maladies infectieuses en général et d'en créer d'autres dans les localités du pays, à la lumière de ce que nous avons observé hier à Goma. De son côté, l'ambassadrice du Royaume-Uni en RDC a salué la résilience des Congolais face aux défis sanitaires et a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir de tels projets. Le Royaume-Uni est fier d'être un partenaire clé de cette réponse à travers un financement stratégique et une assistance technique. Nous soutenons activement le gouvernement congolais dans la mise en œuvre du plan national de réponse stratégique contre la Mpox. À cet égard, notre contribution à l'OMS d'un montant de 4,4 millions de livres sterling joue un rôle essentiel dans la réalisation de cet objectif. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale qui a présidé cette cérémonie a expliqué l'impact positif que ce nouvel établissement aura sur la prise en charge de maladies infectieuses dans le pays. Dr Samuel Roger Kamba a réitéré ses vifs remerciements au gouvernement et aux partenaires pour les efforts consentis au quotidien et les actions entreprises pour mettre un terme à l'épidémie de Mpox en République démocratique du Congo. L'idée, c'est de rendre ce centre pérenne parce que les maladies infectieuses, nous en aurons toujours. Nous avons eu Ebola, plusieurs épisodes, nous avons eu Covid, mais nous avons en permanence rougeole, fièvre jaune, choléra, poliomyélite. Et donc on a besoin d'un centre de référence qui permette à ce que les maladies infectieuses soient prises en charge. Il est vrai que l'appui de tous est nécessaire, et encore une fois, je répète, surtout en ces temps-ci, mais il est aussi vrai qu'il faut reconnaître les efforts que le gouvernement lui-même fait particulièrement dans cette riposte. Le centre de référence Mpox symbolise aujourd'hui un pas en avant dans la réponse collective aux défis sanitaires de la RDC, un espoir pour les populations affectées et un modèle de solidarité internationale. Et terminons avec le sport. La procédure officielle du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energy Cannes Maroc 2025 a été dévoilée avant la cérémonie prévue le lundi 27 janvier au Théâtre National Mohamed V de Rabat à 19h heure locale. Les 24 équipes qualifiées seront réparties en 6 groupes de 4 équipes chacune. Le Maroc, en tant que pays hôte, sera automatiquement placé à la tête du groupe A. Enoch Kalanji.
Géant du football africain, le Maroc procède le lundi 27 janvier 2025 au tirage au sort de la 35e Coupe d'Afrique des Nations qu'il organisera du 21 décembre au 18 janvier 2026. En accueillant le meilleure équipe du continent, à commencer par la Côte d'Ivoire championne en titre. 5 ans avant la organisation de la Coupe du Monde, le Royaume chérifien s'offrira une répétition grandeur nature en recevant dans 6 villes différentes, à savoir Casablanca, Tanger, Marrakech, Rabat, Agadir et Fès. Les équipes qualifiées seront réparties au sein de 4 chapeaux en fonction de leur classement FIFA. Le premier, le plus élevé, ne contiendra que les anciens vainqueurs. À l'issue du tirage au sort organisé au Théâtre National Mohamed V de Rabat, les 24 équipes seront réparties en 6 groupes de 4. Après la phase de poule, les 2 meilleures équipes de chaque groupe ainsi que les 4 meilleurs troisièmes accéderont au 8e de finale. Les chapeaux 1, Maroc, Sénégal, Égypte, Algérie, Nigeria, Côte d'Ivoire. Dans le chapeau D, nous retrouvons le Cameroun, le Mali, la Tunisie, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo ainsi que le Burkina Faso. Dans les chapeaux 3, on retrouve le Gabon, l'Angola, la Zambie, l'Ouganda, la Guinée équatoriale ainsi que le Bénin. Dans le 4e chapeau, on retrouve la Mozambique, le Comore, la Tanzanie, le Soudan, les Zimbabwe ainsi que le Botswana. Voilà, c'est avec cet élément de sport que prend fin cette grande édition du journal. Le plaisir a été pour nous de vous informer. Quant à moi, je vous retrouve demain, toujours à la même heure et avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.